Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes, des images, des commentaires, des reportages et surtout le décryptage de toute l'information qu'a fait l'actualité au cours de cette semaine qui s'achève. C'est dans la première partie de votre magazine d'information réservé aux reportages. Dans la seconde partie, ensemble, nous allons lire quelques grandes-unes des journaux et quotidiens du monde entier qui ont traité plusieurs informations et surtout plusieurs sujets qui ont fait l'actualité au cours de cette semaine qui s'achève. Bienvenue à toutes et à tous dans un court instant. La première partie, elle est réservée au reportage. Le gouvernement islamite au Maroc a mis en œuvre lundi une mesure d'indexation partielle et limitée des prix des carburants, entraînant une hausse immédiate à la pompe dans le cadre des efforts visant à contenir le déficit public, a-t-on appris de sources officielles. Cette hausse est de 0,69 dirhams, environ 6 centimes d'euros, pour le gazole environ 8%, et 0,59 dirhams, environ 5 centimes d'euros pour l'essence, près de 5% selon la même source. Surtout, les prix de l'essence, du gazole et du fioul industriel seront désormais réévalués mensuellement. Si la fluctuation des prix du baril et brut est comprise entre moins et plus 2,5% sur les 2 derniers mois, ils demeureront inchangés. Dans le cas contraire, l'évolution des cours sera directement répercutée à la pompe. Par cette mesure, le gouvernement entend limiter l'impact des variations des cours mondiaux sur les finances publiques, alors que la subvention des produits pétroliers représente un gouffre financier pour le royaume. Elle constitue près de 90% du coût total de la caisse de compensation qui a atteint près de 55 milliards de dirhams, soit 6,6 milliards de dollars en 2012. S'il n'y avait pas ces dépenses, le déficit budgétaire serait de l'ordre de 0,5% contre plus de 7% en 2012, a lui-même souligné le ministre en charge de la réforme. Dans le budget 2013, le montant alloué à la compensation a été fixé à 40 milliards de dirhams, soit 4,8 milliards de dollars, sur la base d'un baril de 105 $, et cette enveloppe risquait à nouveau d'être insuffisante, entraînant un nouveau dérapage du déficit. Validée le mois dernier par le chef du gouvernement Abdelillah Ben Kirane, la nouvelle mesure d'indexation s'avère très sensible socialement et les autorités ont pris soin de souligner qu'elle était partielle. Elle ne concerne pas tous les produits pétroliers limités. Des mesures d'accompagnement sont prévues pour les professionnels afin de ne pas entraîner une hausse généralisée des prix. En juin 2012, le gouvernement avait décidé d'une première hausse des prix des carburants, mais celle-ci s'était avérée insuffisante pour juguler le déficit. Alors que les proches des 4 otages enlevés à Elite au Niger ont procédé à une marche dans la nuit de dimanche à lundi pour marquer les 3 ans de leur captivité, l'agence d'information mauritanienne ANI affirme avoir reçu une vidéo d'eux et des 3 autres occidentaux qui ont été tournés fin juin. Les autorités françaises n'ont pas confirmé dans l'immédiat l'authenticité de cette vidéo, précisant qu'elles procédaient encore à des vérifications. Enlevés environ 3 ans par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Français Pierre Legrand, Thierry Doll, Marc Ferret et Daniel Larib, le Néerlandais Takjik, le Suédois Durand Justakov et Stéphane Malcolm, à la double nationalité britannique et sud-américaine, visiblement en bonne santé, exhortent quant à eux les gouvernements respectifs à négocier leur libération. Alors que l'agence qui a régulièrement rapporté les communiqués d'Arni indique que ces otages dans ces vidéos datent du 27 juin 2013. Par ailleurs, le 26 novembre 2012, un autre site mauritanien privé, Al-Akba, avait publié des photos et vidéos d'un autre Français en otage, Gilberto Rodriguez, qui nappait 6 jours auparavant près de Caille. Un rapt revendiqué par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, nommé le Moudiao, un des groupes des djihadistes qui était actif jusqu'à début 2013 dans le nord du Mali. L'annonce de la diffusion de cette vidéo coïncide avec le 3e anniversaire de l'enlèvement des 4 Français kidnappés à Elite au nord du Niger sur le site d'extraction
Tout compte fait, les 7 otages occidentaux cités sur la vidéo évoquée par Annie et Serge Lazanik, cela fait au total 8 Européens retenus au Sahel. Neuf officiers de la police nationale du Malawi ont été condamnés à 14 ans de prison pour avoir détourné un total de 55 millions de kwacha, soit plus de 120 000 euros des caisses de la police, a annoncé lundi le ministère public. Les 9 avaient créé un réseau avec les civils pour siphonner l'argent de la police en fraudant sur les salaires et les déclarations d'impôts, a précisé le procureur en charge des affaires de police, Happy Kwadawire. Selon lui, les 9 condamnés faisaient partie d'un groupe de 15 suspects arrêtés en 2009 au cours d'un exercice de nettoyage des comptes du quartier général de la police. 3 ont été acquittés, 2 sont morts pendant la procédure qui a duré 4 ans et une femme a été condamnée avec sursis car elle a eu entre-temps un enfant. L'un des condamnés, Isaac Moyo, était le chef du service paye des 11 000 policiers que compte le Malawi. Le changement soudain de mode de vie des officiers, notamment l'achat des voitures et de propriétés, est à l'origine de l'enquête. Le ministère public estime qu'un tiers des revenus nationaux du Malawi est détourné, notamment par des salariés fantômes. Selon Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, le rapport des inspecteurs de l'ONU sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie donne le frisson. La déclaration a ainsi été faite lors de la présentation du dit rapport aux 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le rapport indique que les armes chimiques ont été utilisées sur une échelle relativement grande contre les civils, y compris des enfants. Selon le rapport publié en début de semaine, 1429 personnes ont trouvé la mort ce jour du 21 août 2013 dans une attaque à l'arme chimique. Toutefois, si les parties impliquées dans la crise syrienne reconnaissent l'utilisation du gaz sarin en Syrie, Washington et ses alliés ne parviennent pas à convaincre Moscou de la provenance de ces armes chimiques. Car Moscou affirme détenir les vidéos dans lesquelles les missiles seraient du camp des rebelles, ce qui est la position d'ailleurs de Damas. L'on est donc loin d'un consensus autour de la question syrienne, même si une avancée considérable est à saluer. Le refus de Moscou de soutenir la pression américaine rend les choses difficiles et écarte davantage la solution militaire préconisée par Washington au cas où Bachar al-Assad ne respecterait pas ses engagements au sujet de l'accord agréé à Genève. Le prix le plus prestigieux d'Amnesty International a été décerné cette année à Malala Yousafzai. Pakistanaise de 16 ans, elle avait été blessée d'une balle dans la tête par les talibans pour sa campagne en faveur de l'éducation des filles. Malala Yousafzai s'est dit sincèrement honorée de recevoir ce prix. Malala partagera ce prix de l'ambassadeur de la conscience 2013 avec le chanteur et militant des droits de l'homme américain Eric Belafonte. Le prix qui récompense des individus qui militent en faveur de la promotion et du développement de la cause des droits humains lui sera remis par le chanteur irlandais de rock Bono au cours d'une cérémonie à Dublin mardi. Selon le secrétaire d'Amnesty International, Sol Chetty, les deux nouveaux ambassadeurs de la conscience sont différents sous plusieurs aspects, mais ils partagent leur dévouement à la lutte pour les droits humains partout et pour tous. Harry et Malala sont de véritables ambassadeurs de la conscience qui s'expriment au nom des droits universels, de la justice, de la dignité humaine. Ils poussent les gens à suivre leur exemple, a-t-il ajouté. En octobre 2012, Malala avait reçu une balle dans la tête lorsque les talibans avaient attaqué le car scolaire dans lequel elle se trouvait, un attentat qui avait suscité une vague de réprobation internationale. Elle avait dès lors été hospitalisée en Grande-Bretagne où elle avait subi une opération chirurgicale. Elle résiderait à présent dans le même pays et après sa convalescence,
Elle serait retournée à l'école Birmingham en mars dernier. C'est un drame que vit le Mexique qui vient d'être balayé par les tempêtes. Le bilan fait état de près de 50 morts et 230 000 sinistrés. À l'origine, on parle de la tempête tropicale Manuel qui a frappé la côte pacifique alors que l'ouragan Ingrid a ravagé le golfe du Mexique. Et ce depuis samedi dernier. C'est une première au Mexique de voir ces deux côtes attaquées en même temps. Seuls 3 des 32 États du pays n'ont pas été touchés par les drames. Malgré la tâche qui s'avère très ardue, les autorités mexicaines essayent de gérer la situation telle qu'elle se présente. D'abord, évacuer les sites touchés, puis trouver les sites de recasement qui ne semblent pas évidents à Acapulco. Acapulco, où le président Enrique Peña Nieto s'est dit choqué par ce qui arrive à son pays. C'était après 3 jours de pluie intense. Au lendemain du nouveau massacre de Washington, le président américain Barack Obama a appelé mardi le Congrès à ranimer le projet de réforme des lois encadrant les armes à feu. Barack Obama a estimé qu'une majorité écrasante d'Américains soutenait la réforme que ses alliés démocrates avaient échoué à faire voter en avril dernier. En raison de l'opposition inflexible de la plupart des républicains ainsi que du lobby des armes. Mardi encore, les lignes ne semblaient pas avoir bougé depuis le printemps et les partisans de la réforme faisaient part de leur pessimisme. Parmi les ambitieuses mesures promues par le président figurait la généralisation des contrôles d'identité et d'antécédents judiciaires et psychiatriques avant l'achat de toute arme. Il avait au total manqué 5 voix sur 100 pour que le projet survive au Sénat, pourtant à majorité écrasante. Dans le même temps, le tireur présumé de la fusillade de Washington a été identifié par le FBI comme un ancien réserviste de la marine de 34 ans nommé Aaron Alexis. Il a été abattu par les forces de l'ordre après avoir ouvert le feu au siège du commandement des systèmes navals de la marine américaine, tuant 12 personnes et une dizaine de blessés. Natif du Queens à New York et habitant à Fort Worth, au Texas, Aaron Alexis était employé par une entreprise sous-traitante de Hewlett-Packard pour laquelle il rénovait des équipements utilisés par le réseau intranet de la marine. Il avait passé près de 4 ans dans ses rangs comme réserviste à temps plein de mai 2007 à janvier 2011. Dans un rapport de la police, le tueur présumé alternait des périodes de calme et des accès d'agressivité et aurait été plusieurs fois à l'origine d'une série d'incidents liés à son comportement dans la marine. Le Costa Concordia se redresse à nouveau dans le port italien du Giglio. 20 mois après le naufrage qui a fait 30 morts et 2 disparus le 13 janvier 2012, le redressement de ce mastodonte de 114 000 tonnes s'est achevé avec succès dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 septembre sur la petite île Toscane. C'est la première fois qu'une telle opération était tentée sur un bateau aussi grand. 500 personnes étaient à pied d'œuvre pour le redressement du paquebot. Elles étaient sous les ordres du spécialiste mondial en renflouement, le Sud-Africain Nick Sloan. En outre, pour cette opération, la maison mère, l'American Carnival, a déboursé près de 600 millions d'euros. Une fois le navire sécurisé, les spécialistes vont devoir se mettre en quête des corps des 2 disparus, dont une passagère italienne et un serveur indien. Ensuite démarreront la réparation et les préparatifs pour le renflouement du navire qui prendra des semaines, voire des mois, jusqu'à son remorquage vers un port où il sera démantelé sans doute pas avant le printemps 2014.
À titre de rappel, le Costa Concordia a fait naufrage le 13 janvier 2012. Le capitaine Francesco Chittino a été mis en cause dans la gestion du drame. Son procès doit se poursuivre à partir du 23 septembre prochain. Après la première partie de votre magazine d'information, seconde partie réservée à la presse écrite. Commençons bien sûr avec les journaux internationaux qui ont paru lundi dernier. FN, la question qui déchire la droite, c'est le grand titre choisi par le Figaro lundi. Le quotidien français indiquait que le changement de pied de François Fillon sur l'attitude à adopter face au FN a provoqué d'innombrables réactions à l'UMP et à l'UDI. Vendredi à Nice, l'ancien Premier ministre a eu une nouvelle fois renvoyé dos à dos le FN, le PS en matière de sectarisme, mais il a aussi enterré la théorie UDI et du Front républicain dans le chaos de second tour entre un FN et un PS. Jean-Pierre Raffarin de l'UMPI a vu une alerte rouge, jugeant que c'est notre pacte fondateur qui est en cause. Dans le Figaro, Jérôme Chartrier, porte-parole de François Fillon, repoussait d'ailleurs les critiques et assurait que l'ancien Premier ministre est absolument clair sur ses convictions. Le Figaro nous apprenait également lundi dans ses colonnes que François Hollande maintient la pression sur Bachar al-Assad. Dimanche soir, sur TF1, le président français a salué l'accord américano-russe sur la destruction des armes chimiques syriennes comme une étape importante. Mais il a prévenu, ce n'est pas le point d'arrivée. Le chef de l'État français a reçu d'ailleurs lundi John Kerry pour préparer une résolution de l'ONU prévoyant des sanctions en cas de non-respect des engagements syriens. La menace militaire doit rester brandie, a-t-il dit à nos confrères du Figaro. Le quotidien de Bordeaux, Rive Gauche, nous disait lundi que Hollande croit toujours en lui. Dans sa première intervention télévisée depuis le 14 juillet dernier, le président français restait inébranlable quant à son action. Il espère bientôt des résultats en matière d'emploi, écrivait le journal. La dépêche du midi retenait quelques mots du président français qu'elle ramenait à la grande une. On est tout près du but. Le journal indiquait que le chef de l'État français croit que la courbe du chômage va s'inverser. Chute de Lehman Brothers, les leçons d'une crise, les périls de demain, titrait déjà Le Monde lundi qui rappelait que le 15 septembre 2008, la banque d'affaires américaine Lehman Brothers s'effondrait. Le monde basculait dans la crise. 5 ans après, nous sommes toujours et encore dans une situation dangereuse, provenait d'ailleurs Jean-Claude Trichet. Sans remise en ordre, la période présente n'aura servi qu'à préparer la prochaine crise, notaient nos confrères. Point levé et main tendue, c'était le titre choisi par l'Humanité qui notait que le mécontentement contre le gouvernement et l'envie de se rassembler pour un nouveau cap à gauche ont été au cœur de la fête de l'Humanité qui a réuni 470 000 participants le week-end dernier. Le quotidien catholique La Croix rapportait l'espoir et les angoisses des chrétiens d'Égypte. Un mois après le saccage d'une quarantaine de lieux de culte, l'envoyé spécial du journal catholique s'est rendu en Haute-Égypte à la rencontre des Coptes. Le quotidien français de l'économie, Les Échos titrait « Impôts locaux 2007-2013 », le palmarès des hausses. Le journal notait que les 41 grandes villes françaises sont passées au crible à 6 mois des municipales. Après une mandature de hausse plus soutenue, les maires font une pause fiscale. Consommation, la folie des applis, titrait le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien. Alors que les usages numériques ne cessent de se développer sur les smartphones, le journal réunionnais nous proposait une sélection des applications à ne pas surtout rater. Bloqué à l'aéroport, pouvait-on lire à la grande une du quotidien Martinique et France Antilles lundi, qui nous apprenait que les propos suspects de certains passagers du vol Air Caraïbes ont contraint le commandant de bord à revenir à Fort-de-France 1 heure après le décollage. 4 individus ont été arrêtés. L'avion a été fouillé, mais aucune trace d'engin explosif n'a été trouvée. Les 350 passagers bloqués à l'aéroport et pris en charge dans la soirée sont repartis en tout cas dans l'après-midi de lundi. France Antilles, Guadeloupe nous apprenait lundi que la carte rose, c'est fini. Exit le permis de conduire en 3 volets. Place maintenant à une carte de la puce beaucoup plus sécurisée. Inutile de se ruer à la préfecture, l'ancien permis reste valable pour quelques temps encore. La tribune de Genève rapportait la fin de cavale pour le meurtrier présumé d'Adeline. Fabrice A a été arrêté par la police alors qu'il se trouvait près de la frontière germano-polonaise. Le détenu était activement recherché depuis que le corps d'Adeline a été retrouvé vendredi dans un bois à Bellevue. Au Luxembourg, le quotidien titrait « Syrie, l'accord russo-américain salué par Pékin ».
Intense tractation diplomatique. L'accord russo-américain sur le démantèlement de l'arsenal chimique de la Syrie a reçu dimanche dernier un soutien clé de la Chine facilitant une future résolution à l'ONU sur fond d'intenses tractations diplomatiques sur sa mise en œuvre. La libre Belgique rapportait le passé trouble d'Angela Merkel. Selon le quotidien belge de lundi, la chancelière allemande avait servi la propagande communiste dans l'ex-RDA. Elle dément d'ailleurs ce lundi et surtout lundi dernier, nos confrères faisaient déjà le début d'une série de reportages à l'occasion des élections fédérales qui auront lieu ce dimanche. Le soir, nous apprenait lundi que la NSA aurait espionné Belgacom depuis 2011. L'agence américaine de renseignement intercepterait des communications surtout à destination d'États réputés sensibles. Belgacom a porté plainte contre X auprès du parquet fédéral après avoir été victime d'une intrusion digitale. L'agence nationale de sécurité américaine aurait sciemment espionné Belgacom depuis 2011. Elio Di Rupio, le Premier ministre belge, y a d'ailleurs fait une communication avant l'ouverture des bourses lundi dernier. À quelques jours des élections et surtout législatives, Pierre Steinbrück, le rival social-démocrate d'Angela Merkel, s'affichait à la grande une du supplément hebdomadaire de la Süddeutsche Zeitung en faisant un doigt d'honneur. Pleinement assumé par l'intéressé, ce cliché est tiré d'une série de portraits réalisés dans le cadre d'une interview dite muette durant laquelle le candidat devait répondre aux questions du journaliste par des gestes spontanés. À la question Pierre Bavure, Pierre Problème, Pierre Lusconi, tous les gentils surnoms dont on vous affuble ne vous inquiètent pas, n'est-ce pas? Le candidat à la chancellerie n'a pu s'empêcher de répondre par un doigt d'honneur à ces dictateurs, comme vous le voyez à la grande une de ce journal. Connu pour son franc-parler et ses boucles de répéter au début de la campagne, il aurait même insisté, selon le journal de Munich, pour que l'image ne soit pas censurée par la rédaction. Québec ne veut pas démanteler le réseau de l'Université du Québec, nous apprenait le Métro, le quotidien montréalais. Il n'est pas question de démanteler le réseau de l'Université du Québec, a insisté dimanche le ministre de l'Enseignement supérieur, Pierre Duchesne. Doublé aux mots pour Claude Legault, notait déjà le Métro lundi. Information qui intéressait d'ailleurs le journal de Montréal qui titrait « La soirée Claude Legault ». Il joue dans 19-2 à Radio-Canada, dans 1 sur 2 à TVA, dans Mon meilleur ami à Série Plus. La soirée des Jumeaux de dimanche soir a vraiment été la consécration de Claude Legault, tellement que même entre les pauses, nos confrères ont eu droit aux fameuses pubs de la CST mettant en vedette toujours le même homme, Claude Legault. Mardi, les Français croient encore à la sortie de crise. C'était le titre choisi par La Croix. Un sondage exclusif hip-hop pour La Croix montrait que l'optimisme renaît en Europe, mais que l'attachement à l'euro s'effrite. L'économiste en chef du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, rappelle les Français à ne pas douter d'eux-mêmes. Pour le Figaro de mardi, la dette de la France frôlera les 2000 milliards en 2014. Selon les informations du Figaro, elle atteindra 1950 milliards d'euros, soit un niveau record de 95,1% du PIB, très éloigné de la prévision envoyée il y a 6 mois à Bruxelles. Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve, les ministres de l'économie et du budget, ont dévoilé, surtout dévoileront la semaine prochaine, une prévision d'endettement de la France pour fin 2014 en très forte hausse. Selon les informations du quotidien français, la dette française représentera alors 95,1% du PIB, un record éloigné de l'estimation du gouvernement français envoyé au printemps à la Commission européenne de Bruxelles. Un tel niveau reflète, selon le confrère, une hausse en valeur de plus de 120 milliards en 2 ans. Ce niveau d'endettement représentera en théorie une facture de plus de 30 000 euros par Français. Le taux d'intérêt auquel l'Hexagone emprunte pourrait, sous l'action de marchés financiers de moins en moins indulgents, remonter dangereusement et compliquer le retour à l'équilibre des finances publiques programmé pour la fin du quinquennat, notaient nos confrères. Pendant ce temps, le quotidien français de l'économie des Échos nous apprenait que le bonus-malus auto va être de nouveau durci. Selon nos confrères, le malus passera à 8 000 euros pour les véhicules les plus polluants. Le bonus sera raboté, mais restera incitatif pour les voitures propres. En page 6 et 7 et dans l'éditorial de Guillaume Mouzan, page 9, et la chronique de Jean-Marc Vittori, page 10, les Échos nous apprenaient que la Fed s'apprêtait à diminuer son soutien à l'économie américaine. 5 ans après la chute de Lehman Brothers, la Réserve fédérale commence tout juste à ralentir
ralentir l'usage de la planche à billets. À Toulouse, la dépêche du midi rapportait une enquête au cœur de la fraude fiscale. Le quotidien indiquait que les députés examinaient déjà depuis mardi le projet de loi pour lutter contre la triche. Le journal toulousain nous a mené en tout cas dans un reportage à Tracfin, la cellule qui traque le blanchiment d'argent. À la une de Libération, on pouvait lire mardi UMP FN extrême dérive entamée avec Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, poursuivi avec Jean-François Copé. La droitisation de l'UMP a atteint François Fillon, un rapprochement avec le Front National qui pourrait provoquer l'implosion du parti, écrivait le journal mardi. Le monde n'y allait pas avec le dos de la cuillère. L'UMP est gagné par la panique. En affirmant qu'il n'excluait pas d'apporter sa voix à un candidat du Front National, François Fillon, ex-premier ministre français, s'est attiré les foudres d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin qui redoutent l'implosion du parti. L'Humanité nous conseillait de ne pas jouer avec la NFN. Les tentations d'alliance de la droite, la promotion médiatique, les manipulations politiques, tout se trouvait en tout cas dans les colonnes du quotidien créé par Jean Jaurès, l'Humanité. Et déjà à la grande une, on pouvait lire tout simplement la fête encore dans toutes les têtes. Le journaliste écrivain Pierre-Louis Basse nous racontait la fête dans les colonnes du journal. Le quotidien de Jean Jaurès faisait d'ailleurs un retour sur le spectacle de Jamel Debbouze devant 80 000 personnes. Le compte rendu du débat sur la laïcité, la rencontre avec Aimé Lebeau qui a 100 ans et 73 fêtes au compteur. Tout ceci se trouvait dans le cahier central de l'Humanité que vous pouviez trouver en page 5 dans la parution du journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, dans sa parution de mardi dernier. Nouvelle réglementation sur les armes, gomme, cogne, bricolées, 5 ans de prison, pouvait-on lire mardi à la grande une du quotidien de la Réunion et de l'océan Indien qui nous apprenait que la réglementation sur les armes est de plus en plus stricte. Exemple, un gomme, cogne que vous voyez à la grande une du journal trafiqué, même non utilisé, vaudra 5 ans de prison à son propriétaire. En Guadeloupe, France Antilles avait remarqué que les policiers se sentent démunis et abandonnés face au climat de violence. Fait exceptionnel, à travers une pétition grand public, ils ont décidé d'interpeller Manuel Valls, le premier flic de France. Ils exigent le même traitement qu'à Marseille, d'où le titre du journal « Ras-le-bol d'une police low cost ». Une fausse bombe qui fait des dégâts. France Antilles Martinique revenait sur le malentendu concernant la présence d'une bombe à bord de l'avion qui sera à l'origine du déroutage du vol d'Air Caraïbes de dimanche soir. Un blocage au sol qui coûte cher à la compagnie et à ses passagers comme aux 4 suspects finalement relâchés après plusieurs heures de garde à vue. Au Luxembourg, le quotidien indiquait qu'il y a eu 13 morts dans une fusillade dans les bureaux de l'US Navy à Washington. Une fusillade dans un immeuble de bureaux de la marine américaine à Washington a fait 13 morts lundi, parmi lesquels le tireur dont les motivations restaient toujours inconnues mardi et qui avait d'ailleurs fait 8 blessés. En Belgique, la Libre nous parlait des élections 2014 avec les têtes de liste qui sont en position. Le journal indiquait que les candidats qui mèneront les listes aux législatives, aux régionales et aux européennes sont pour la plupart déjà désignés. Le quotidien belge faisait d'ailleurs un inventaire que vous deviez trouver, bien sûr, en page 4 et 5 du quotidien belge, la Libre Belgique. Le soir, autre quotidien belge, on nous disait que la Belgique condamne l'espionnage chez Belgacom. L'entreprise publique confirmait avoir été espionnée. Le parquet y voit l'œuvre d'un État étranger. Didier Bellens, lui, continue à minimiser. La Tribune de Genève, nous sommes là en Suisse, nous apprenait que le tueur d'Adeline est sorti sans être expertisé. La dangerosité de Fabrice à Tamanten, meurtrier présumé de sa sociothérapeute, a été évalué par son psychiatre traitant insuffisant, selon plusieurs experts, psychiatres, psychologues et surtout professeurs de droit. Le jour du Costa Concordia, c'est parti pour le show mondial, titré le quotidien turinois La Stampa. Le relèvement du bateau de croisière Costa Concordia, à proximité de l'île du Giglio, au large de la Toscane, a débuté lundi 16 septembre à 9 h. L'opération, qui a commencé avec 3 heures de retard en raison de violents orages, a duré plusieurs heures. C'est une première mondiale, rappelait déjà le quotidien, du fait de l'ampleur et de la complexité de la manœuvre. Plus de 400 journalistes du monde entier ont été accrédités pour assister au relèvement de ce monstre d'acier de 45 000 tonnes échoué le 13 janvier 2012. Le naufrage du navire qui transportait plus de 4 000 personnes avait fait 30 morts et 2 disparus. Le procès du commandant Francesco Schettino, principal accusé, est toujours en cours. Ces 5 co-accusés ont été condamnés à des peines de prison allant d'1 an et 6 mois de prison à 2 ans et 6 mois.
Mercredi en France, bijoutier de Nice, la haine en réseau, c'était le titre choisi mercredi par Libération qui indiquait que 1,6 million d'internautes aiment le meurtrier présumé du braqueur tué d'une balle dans le dos. Libération faisait d'ailleurs le décryptage d'une instrumentalisation des réseaux sociaux relayée par la droite. Lunetterie dans l'optique de vous faire payer, pouvait-on lire à la grande une de l'Humanité. Le journal fondé par Jean Jaurès trouvait que c'est aberrant. Sous prétexte de faire baisser les prix, la Cour des comptes propose le déremboursement total des lunettes, une offensive contre la Sécu qui menace d'autres soins, écrivait Le Quotidien. En page 5, vous deviez trouver l'enquête de nos confrères sur le front de gauche, un rassemblement indispensable, juge d'ailleurs les militants. Retraite, le dur chantier de la pénibilité, titré en une le journal catholique La Croix, qui notait que la création d'un compte pénibilité est la principale nouveauté de la réforme des retraites présentée déjà le même mardi au Conseil des ministres, le même mercredi en tout cas. Sujet qui intéressait Le Monde qui titrait Sécurité sociale, la Cour des comptes s'attaque à l'optique et à l'hôpital. Le journal expliquait que le déficit est passé de 28 milliards d'euros en 2010 à 17,4 milliards en 2012, mais ne devrait pas baisser en 2013. La Cour dénonce le coût exorbitant des lunettes et veut placer l'hôpital sous contrainte de réorganisation. En page 4, Le Monde notait également, parlant de la tuerie de Washington, qu'une femme évacuée du bâtiment de la Navy retrouve les siens après la fusillade ayant fait 13 morts, dont le tueur. Même La Voix du Nord nous disait que l'optique est sous la loupe de la Cour des comptes. Le déremboursement des lunettes parmi les pistes d'économie réalisables pour enrayer la dette sociale. Le gouvernement français, relève le confrère, a coupé aussitôt court à la suggestion. C'est non. À ce sujet, le Figaro s'interrogeait où trouver les économies pour sauver la sécurité sociale. Le quotidien notait que la mise en garde de la Cour des comptes est sans appel. Sans réforme de fond des dépenses sociales, ce sont pas moins de 112 milliards d'euros de dettes supplémentaires à l'horizon 2018 qu'il faudra alors rembourser. Pour inverser la tendance, les sages de la rue Cambon préconisent de tailler drastiquement dans les dépenses et rejettent toute hausse de prélèvement. Ils ciblent particulièrement l'hôpital, épargné depuis des années, et redonnent de considération et de considérables gisements d'économie. Rien que le développement de la chirurgie ambulatoire permettrait de gagner 5 milliards d'euros. En pages 2, 3 et 14, le Figaro nous avouait qu'à l'approche des élections législatives en Allemagne dimanche prochain, en tout cas ce dimanche, la chancelière allemande de caracole en tête des sondages. Son bilan très positif est aussi le fruit des réformes menées par son prédécesseur Gerhard Schröder. À Toulouse, la dépêche du midi pensait que l'UMP est face au piège FN. Dans une interview à la dépêche, Jean-François Copé réaffirmait sa stratégie. En Guadeloupe, France Antilles s'interrogeait, trafiquera, tient-il la route ? En tout cas, autre interrogation, le nouveau système de gestion automatisé de réseau routier est-il fiable? À ces questions, le journal nous répondait qu'il n'a pu empêcher des embouteillages, en tout cas monstres de lundi, suite à un accident. Les atouts et les faiblesses du trafiquera, vous pouviez les trouver en page 3 du quotidien guadeloupéen France Antilles. Au Luxembourg, le quotidien revenait sur le mariage civil en Allemagne du prince Félix de Luxembourg. Le journal nous apprenait que le prince Félix de Luxembourg s'est marié mardi civilement avec sa fiancée allemande Claire Lademacher à Königstein am Taunus, dans l'ouest de l'Allemagne. Les photos, vous pouviez les trouver dans les colonnes du journal. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait qu'extrader Fabrice A est une affaire de mois, voire d'années. Arrêté en Pologne, le meurtrier présumé d'Adeline a la possibilité de s'opposer à son extradition car la Suisse est hors Union européenne. La procédure pourra alors durer des années. En Belgique, la Libre nous apprenait que Furlan veut transformer Tecteo avant les élections. Alors que le ministre wallon veut réformer les intercommunales, Tecteo répond aux critiques point par point. Information que vous deviez retrouver page 4, 5, 54 et 55 et dans l'édito, page 14. En tout cas, dans la Libre Culture, Catherine Deneuve était inédite dans Elle s'en va, un road movie à travers la France. Elle aborde gaiement le vieillissement. Relance les recettes bruxelloises, titrait déjà le soir mercredi qui nous apprenait que Verwoerd a son plan Marshall pour Bruxelles et il veut rempiler en 2014. Le journal nous apprenait également que le CDV cible Didier Belens, patron de Belgacom. L'affaire Belgacom prend un tour politique pour Roel Desailly. Député chrétien-démocrate flamand, Didier Belens, contrairement à ce qu'il affirme, était au courant des opérations d'espionnage entreprise publique
et surtout contre cette entreprise. État de la polémique et surtout la tentative de la chronologie des événements, vous pouvez les trouver dans les colonnes du journal belge. Au Liban, le quotidien libanais d'expression française, L'Orient le jour titrait mercredi, l'Occident et la Russie de nouveau à couteau tiré. Selon le journal libanais, l'option militaire reste sur la table pour les États-Unis d'Amérique. Voiture piégée à un passage frontalier avec la Turquie. La France et la Russie ont fait mardi à Moscou le constat de désaccord persistant sur la Syrie, tant sur la question de la responsabilité du régime dans l'attaque chimique du 21 août dernier que sur l'adoption d'une résolution contraignante pour Damas, principal soutien du régime syrien. La Russie a indiqué mardi soir poursuivre ses efforts diplomatiques en dépêchant à Damas le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov qui devait rencontrer en cours de soirée le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Mualem. Au Mexique, 2 tempêtes historiques font au moins 40 morts et le quotidien La Prensa nous apprenait que les tempêtes tropicales Manuel et Ingrid continuent d'inonder le pays ayant causé des dégâts sur les 2/3 du territoire mexicain. Au moins 40 personnes sont mortes et 1,2 million de personnes se trouvent affectées par le déluge. La station balnéaire d'Acapulco sur la côte pacifique s'est retrouvée isolée lundi et 40 000 touristes mexicains et étrangers y sont toujours bloqués. Le gouvernement a qualifié la situation d'historique. Jamais le pays n'avait eu à subir 2 fronts météorologiques aussi importants simultanément. D'un côté Manuel sur la côte pacifique et de l'autre Ingrid sur la côte atlantique. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien mexicain La Prensa. Aux États-Unis, carnage au Navy Yard, titrait le quotidien de Washington le 17 septembre. Le journal notait que mardi matin, un homme armé a tué 12 personnes sur cette installation militaire située au sud-est de la capitale américaine. Le tireur a finalement été abattu après un échange de coups de feu avec la police. L'auteur présumé de la fusillade, Aaron Alexis, c'est son nom, est un Afro-Américain de 34 ans, ancien réserviste dans la marine dont il avait été renvoyé en 2011 pour mauvaise conduite. Nous restons aux États-Unis, cette fois-ci avec Time, qui nous disait comment Wall Street a gagné 5 ans après un crash pourrait se produire de nouveau, annonçait le magazine Time à la une de son édition américaine. Un propos illustré par l'image d'un taureau symbole de la vitalité de la bourse américaine en train de faire la fête. Certes, reconnaît l'hebdomadaire, la faillite de la banque d'investissement Lehman Brothers le 15 septembre 2008 semble aujourd'hui bien loin. En 2008 et 2009, Washington a mis le paquet pour sauver le système bancaire et sans ces plans de renflouement, l'économie aurait souffert encore bien davantage. Aujourd'hui, les États-Unis sont sortis de la récession, la croissance est de retour, mais les plus importantes banques du pays sont plus grandes et plus puissantes qu'elles ne l'étaient avant la crise. Et le poids relatif du secteur financier dans notre économie n'a jamais été aussi important, avertissait d'ailleurs l'hebdomadaire Time. Résultat, les banques peuvent en toute liberté continuer à parier des milliards sur des produits dérivés dans le monde entier et mettre ainsi en péril l'argent des petits investisseurs. La seule manière de réduire les risques, conclut le magazine, est de réglementer plus strictement l'industrie financière afin de la reconnecter à l'économie réelle. En tout cas, c'est dans l'hebdomadaire, le Time de cette semaine. Au Canada, l'Élysée appelle au respect dans le débat sur la charte des valeurs, titrait déjà le Métro, journal de Montréal. Le journal et surtout nous faisait savoir que le ministre responsable de Montréal, Jean-François Lisée, a réclamé en tout cas mercredi, un débat respectueux sur la charte des valeurs québécoises. Le Métro nous apprenait également que la ville de Mont-Tremblant est championne des accidents de la route au Québec. Le journal de Montréal s'interrogeait, transformateur d'Hydro-Québec avec la PBC, que fait-il là? De l'équipement portant le logo d'Hydro-Québec a été découvert sur le site d'entreposage illégal de PBC à Pointe-Claire, a appris le bureau d'enquête du journal de Montréal. Puisque nous parlions de jeudi, allons-y avec la journée de jeudi. Impôts, retraite, écologie, les apprentis récidives. Pouvait-on lire jeudi à la grande une des Libérations qui parlait de confusion à la tête de l'État après les déclarations du Premier ministre français contredisant le président François Hollande sur la pause fiscale. Le Figaro confirmait entre Hollande et Hérault, c'est le couac fiscal. Invité à choisir entre les termes pause et ralentissement pour 2014, le Premier ministre français a choisi le deuxième en admettant sans phare que les Français qui seront notamment soumis à une hausse de la TVA et à la baisse du quotient familial seront encore mis à contribution l'an prochain
Pourtant, dimanche soir sur TF1, François Hollande avait rappelé qu'il avait décidé pour 2014 de ne pas poursuivre dans la trajectoire d'augmenter les impôts. L'épisode a réjoui l'opposition. Le gouvernement français sur le sujet aura utilisé tout l'éventail des expressions dans un concours de sémantique. On allait augmenter les impôts le moins possible. Après, ce fut une pause fiscale. Finalement, c'est un ralentissement après un ralentissement de la hausse, a ironisé NKM. On parle bien sûr de Nathalie Kosciusko-Morizet. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy est sorti du silence pour critiquer la politique nucléaire de la gauche. En tout cas, c'est en page 4 du quotidien Le Figaro. Le Figaro qui nous apprenait également jeudi que le testament de Napoléon est aux enchères. Le Monde revenait également sur cette polémique fiscale. Il notait que 32 milliards manquent à gagner sur la TVA. Un rapport de la Commission européenne affirme que la France laisse échapper de considérables recettes fiscales. Bercy conteste cette évaluation. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, confirmait il y a un rapport qui dénonce la gestion des finances locales. Le journal nous apprenait que la Cour des comptes s'apprête à publier un rapport au vitriol sur la gestion des collectivités. Elle prône de nouvelles économies mieux ciblées et appelle l'État à mieux contrôler les dépenses. En page 4 et dans l'éditorial de Daniel Fortin, page 14, le journal notait en tout cas le cafouillage entre l'Élysée et Matignon autour de la pause fiscale. En parlant de la pause fiscale effective en 2015 plutôt qu'en 2014, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, a contredit le président et chef de l'État français, François Hollande. Pour l'humanité, la réforme des retraites, c'est pas fait. Le journal fondé par Jean Jaurès indiquait que André Chassaigne a fait repousser la demande, en tout cas du gouvernement, d'un examen précipité du texte de l'Assemblée. La CGT propose une semaine d'initiative début octobre prochain. Le collectif Jeunes se manifeste déjà à l'Élysée. En page 12, l'humanité nous apprenait que la Grèce s'oppose à la barbarie sociale. La grève générale des fonctionnaires a fait boule de neige dans un pays indigné par l'assassinat d'un artiste par des néo-nazis d'Aube Dorée. Des Saint-Andréens arnaqués sur le net, la villa gratuite leur coûte 6 000 €, titrait le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien qui explique qu'Irène croyait avoir trouvé la maison de ses rêves à Sainte-Suzanne. Les propriétaires soi-disant partis au Bénin avaient besoin d'occupants pendant 8 ans. Une location apparemment gratuite, mais de versement en versement, Irène a vu s'envoler 6 000 €. Drôle d'histoire. Le journal luxembourgeois, le quotidien, nous disait que Srel, il y a urgence. Selon le quotidien luxembourgeois, les archives du Srel devraient être transférées aux archives nationales en vue d'une exploitation historique. La commission d'enquête a donné son accord mercredi pour la levée des scellés en vue de cet objectif. En Belgique et dans les colonnes du quotidien le soir, vous sauriez pu tout savoir en tout cas sur ce qui sera la Sécu dans un an. En juillet 2014, la Wallonie et Bruxelles auront leur Sécu. Les 4 prétendants de partis francophones en ont dessiné le modèle que vous pouviez trouver dans les colonnes du quotidien belge le soir. À ce propos, la Libre Belgique, dans ses pages 4 et 5, nous disait comment les francophones vont gérer les nouvelles compétences. Les 4 partis, selon le journal, sont proches d'un accord. La Libre nous disait également pourquoi les jeunes sont à nouveau accros aux sciences. Les inscriptions en faculté des sciences sont en hausse dans toutes les universités francophones de Belgique, nous apprenaient nos confrères de la Libre Belgique jeudi dernier. Vendredi, le quotidien français de l'économie Les Échos nous disait que l'Europe est suspendue au verdict des élections allemandes et surtout aux électeurs allemands. Il est temps pour Angela Merkel que la campagne s'achève. Les derniers sondages montrent indéfinitivement des intentions de vote en faveur de son parti, la CDU, au point qu'en l'état actuel des choses, son alliance avec les libéraux du PDP ne suffirait pas à lui assurer la majorité. De son côté, le parti eurosceptique AFD semble gagner du terrain. Enfin, la gauche prise dans son ensemble dépasse désormais la droite en nombre de votes. Si la chancelière sortante est presque certaine de rester en place, compte tenu de la confortable avance de son parti sur ses principaux concurrents, les Échos notaient que le jeu s'annonce ouvert
pour la formation de la coalition qui dirigera l'Allemagne au cours des 4 prochaines années. Le scénario le plus probable, indiquaient nos confrères, surtout à l'avant-veille du scrutin, est celui d'une grande conciliation entre la CDU conservatrice et le Parti social-démocrate, le SPD, une option que privilégient les Allemands, à moins que la CDU et son allié libéral ne parviennent à dégager une confortable majorité, auquel cas la coalition actuelle sera reconduite. Si les scores sont serrés, il est possible que les négociations durent longtemps, des mois peut-être. Pour Libération, l'Allemagne, c'est l'envers d'un modèle. Dans ce numéro spécial de Berlin à Munich, Libération nous a mené dans un reportage dans un pays fort de ses succès économiques. Mais ce système qui va assurer dimanche une 3e victoire à Angela Merkel trouve aussi ses limites, relevait le journal. 20 pages de reportage et d'analyse dans ce numéro spécial de Libération. Le Figaro indiquait que les Français votent Merkel. Le journal français notait qu'une nette majorité de l'opinion française souhaite qu'Angela Merkel soit reconduite à la chancellerie à l'issue du scrutin de dimanche et considère que la France devrait s'inspirer du modèle économique allemand. En page 7, le Figaro relevait que François Hollande est allé célébrer la victoire du Mali jeudi à l'investiture du nouveau président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En page 9, le Figaro revenait sur les propos du pape François « Je n'ai jamais été de droite ». Dans les colonnes de la Croix, nos confrères parlaient d'un pape François en toute liberté. Dans un entretien aux revues jésuites, le pape exprime sa vision de l'Église catholique et la compare à un hôpital de campagne après une bataille. La Croix en publiait d'ailleurs de très larges extraits vendredi. Le Monde nous dit que François Hollande instaure une surtaxe écologique de l'énergie. Le journal indiquait que le dispositif qui entrera en vigueur dès 2014 va progresser très rapidement et atteindre 4 milliards d'euros en 2016. L'exécutif n'a pas encore arbitré la manière de restituer aux ménages ou aux entreprises l'équivalent de ce prélèvement. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, s'était intéressé à la journée internationale de l'ONU et nous demandait qu'ensemble mondialisons la paix. Syrie, armes chimiques et nucléaires, autant également 11 personnalités appelaient dans l'Humanité de vendredi à bannir la guerre. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapportait un homicide à la rivière des Galets. Prisca Sevaille, 36 ans, fréquentait son agresseur Bénédicte Déliron, 65 ans. Depuis de nombreuses années, l'avocat du sexagénaire, lequel a échappé à un lynchage, avance la thèse d'un différend financier à l'origine du drame, d'où la une du journal, poignardée chez elle par un vieil ami. Pour France Antilles, l'infidélité, c'est le mal du pays. Le quotidien soulignait qu'en Guadeloupe, comme ailleurs, l'infidélité au sein du couple est très courante. Sauf qu'en Guadeloupe, la majorité des femmes trompées tolèrent plus facilement cet écart. Malgré tout, l'infidélité reste l'une des premières causes de séparation, ont noté nos confrères. Au Luxembourg, le quotidien nous apprenait qu'un Lituanien membre de la Commission de l'Union européenne a été tué par balle dans le nord du Kosovo. Le journal luxembourgeois relevait que c'est une première depuis l'indépendance kosovare. En 2008, un incident qui porte un coup aux efforts de normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie sous parrainage européen. À Martinique, la cour d'assises a condamné hier Patrick Lettori à 10 années de prison pour viol. Il avait déjà été condamné en 2010 à 19 ans de résolution pour un double meurtre, nous apprenaient nos confrères de France Antilles-Martinique qui titraient 10 nouvelles années de prison. En Suisse, et concernant le meurtre d'Adeline, Pierre Maudet, un magistrat, a dit à nos confrères de la Tribune de Genève que la pâquerette était une sorte de bulle pour le meurtrier. Le principe de réinsertion et des sorties de détenus n'est pas remis en cause, mais son application doit être remise à plat, estime le magistrat. En Belgique, la Libre indiquait que des chercheurs belges relativisent la théorie d'Einstein. Les astrophysiciens ont découvert numériquement des objets remettant en cause le modèle de la relativité générale, reste à les détecter dans la nature. En page 4 à 6 et dans l'éditorial en page 64, la Libre expliquait que le modèle francophone des Sécu a été torpillé par la Flandre. Les francophones proposent des politiques sociales convergentes entre Bruxelles et la Wallonie. Les Flamands de Bruxelles continuent de s'étonner. Décèle des fûts radioactifs suspects, peut-on lire à la grande une du quotidien belge le soir dans sa parution de vendredi, qui relevait qu'une substance gélatineuse anormale a été découverte. 42 sur 58 fûts sont affectés. Pas de contamination radioactive, mais il y a bien d'autres fûts du même tonneau. Allemagne, Marcel Reich-Ranicki, 1920-2013. C'est par ce titre d'une grande sobriété que le grand quotidien de Francfort annonce la mort du pape de la littérature survenue le 18 septembre dernier. Frank Schirmacher, coéditeur de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, écrivait d'ailleurs à propos de Marcel Reich
Raniki, le plus grand critique littéraire de notre temps, a incarné le XXe siècle dans la persécution et dans la gloire. En rébellion permanente contre l'ennui et la médiocrité, il a su comme aucun autre transmettre à la société tout entière l'importance de la littérature. Raïch Raniki a non seulement dirigé les pages littéraires de Frankfurter Allgemeine Zeitung, mais aussi animé de 1988 à 2001 une émission très prisée du grand public, Das Literarische Quartett. Il est l'auteur d'un nombre considérable d'essais et a signé en 1999 son autobiographie Mein Leben, Ma vie, aux éditions Grasset, c'était en 2001. En Iran, libération des opposants, le début d'une nouvelle ère, s'interrogeait le quotidien iranien Etemad, qui nous apprenait que l'avocate Nazrine Sotoudeh, fervente militante des droits de l'homme et en prison depuis septembre 2010, a été libérée le mercredi 18 septembre dernier. La lauréate au prix Sakharov 2012, condamnée à 6 ans d'emprisonnement pour avoir porté atteinte à la sûreté nationale et à la propagande contre le régime, a été remise en liberté avant la fin de sa peine. Avec elle ont été libérés une dizaine d'autres prisonniers politiques et de journalistes, dont la réformatrice Maza Amrabadi. La ligne bleue du métro sera prolongée, nous apprenait le métro, qui indiquait que le gouvernement du Québec annoncera, en tout cas a annoncé vendredi, que la ligne bleue du métro de Montréal sera prolongée vers l'Est. Le journal de Montréal parlait ce vendredi-là de l'exode des spectateurs puisque les salles se vident. Les salles de Montréal se vident au profit des salles situées en périphérie. Cette réalité frappe de plein fouet deux groupes d'artistes, les humoristes et les chanteurs francophones. En Argentine, la justice a demandé l'arrêt de 4 anciens policiers espagnols accusés de torture pendant le régime de Franco entre 1939 et 1977 dans le cadre de la première enquête mondiale sur les crimes commis pendant la dictature du général espagnol, explique le quotidien argentin Pagina 12. Le titre choisi en une, Justice universelle, renvoie au principe du droit international, selon lequel les responsables de crimes contre l'humanité peuvent être poursuivis dans les tribunaux de n'importe quel pays. Les victimes de la dictature argentine entre 1976 et 1983 avaient eu recours aux tribunaux espagnols et européens quand la justice leur avait été refusée dans leur propre pays. En 2005, la Cour constitutionnelle a abrogé les décrets d'amnistie de 1986 et 1987. Maintenant, c'est la situation inverse qui se produit, écrit Pagina 12. Les 4 accusés vivant en Espagne, c'est le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, qui doit maintenant dire s'il accepte ou non leur extradition. La justice espagnole ne peut se saisir des crimes de la dictature franquiste, le Parlement ayant voté une loi d'amnistie dès 1977, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes de Pagina 12, un quotidien argentin. Voilà, madame, monsieur, nous avons encore fait cette semaine un bon tour du monde en 60 minutes. Occasion pour nous de trouver des reportages, des commentaires et surtout décrypter l'information et l'actualité telle que vous l'avez vécue au cours de cette semaine qui s'achève. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Il est bon de se quitter pour mieux se retrouver. N'oubliez surtout pas, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Alors, une seule chose, informez-vous, parce qu'Afrique Média, c'est la chaîne de télévision panafricaine qui est là pour vous apporter le meilleur de l'information. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.